Le nom de Gene Hackman est synonyme de talent et de prestige à Hollywood. Mais que se passerait-il si un sombre secret ébranlait son héritage? De récentes révélations ont mis sa fille sous le feu des projecteurs, l'amenant à faire face à une condamnation à laquelle peu s'attendaient. Quelle vérité cachée a été révélée? Et comment ce dernier secret pourrait-il tout changer? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que la célébrité d'une famille doit influencer la punition infligée à l'un de ses membres? Ou la justice doit-elle être la même pour tous? Quel que soit le nom de famille, nous voulons savoir ce que vous en pensez. La résidence de Gene Hackman était à l'époque un symbole paisible de paix et de retraite. Un endroit où le légendaire acteur avait choisi de passer ses dernières années, loin des projecteurs d'Hollywood, situé à Santa Fe, entouré des doux vents du désert et du bruissement des peupliers. La maison ne laissait rien présager de la tragédie qui s'y déroulait silencieusement. Ce n'est que lorsqu'un voisin a remarqué des journaux non ramassés et une boîte aux lettres débordantes que le silence s'est transformé en suspicion. La police a été appelée pour un contrôle de bien-être, espérant peut-être un accident mineur ou que le couple était hors de la ville. Au lieu de cela, ils sont entrés dans une capsule temporelle de la mort. L'air était vicié, immobile. La maison était silencieuse depuis des semaines. Les corps de Gene et de sa femme, Betsy Arakawa, ont été découverts dans des pièces séparées, sans vie et froid. Il n'y avait aucun signe d'effraction ni de lutte. Seulement un silence inquiétant et une seule cage contenant un chien mort, tandis que deux autres erraient en liberté. L'endroit semblait figé, comme si le monde s'était simplement arrêté. Ce qui a encore plus surpris les enquêteurs, ce n'était pas seulement l'état de la maison, mais aussi le temps que le couple avait passé mort sans que personne ne le sache. Aucun appel n'a été passé au service d'urgence. Aucune personne disparue n'a été signalée. Cependant, le pacemaker de Gene a laissé une piste. Son dernier battement enregistré indiquait le moment où il était probablement mort, le 17 février. Cela signifiait qu'ils étaient morts depuis plus d'une semaine avant que quelqu'un ne mette les pieds dans la maison. Mais pourquoi Betsy n'avait-elle pas appelé à l'aide? Et pourquoi avait-elle été retrouvée dans une pièce séparée avec des médicaments non utilisés éparpillés sur le comptoir de la salle de bain? Les questions se multipliaient. Il n'y avait aucun signe évident de traumatisme, ni empoisonnement, ni monoxyde de carbone, ni surdose. Et pourtant, deux personnes, dont une personnalité publique célèbre, étaient mortes silencieusement dans des circonstances étranges. Plus les détectives approfondissaient leurs recherches, plus les choses devenaient étranges. Les images de sécurité des maisons voisines ont révélé des mouvements inquiétants. À l'extérieur de la résidence des Hackman, dans les jours qui ont suivi le dernier signal du pacemaker de Gene. Une voiture garée est restée près du trottoir pendant des heures. Les détecteurs de mouvement à l'intérieur de la maison se déclenchaient à des heures étranges. Mais la porte d'entrée ne s'ouvrait jamais. Quelqu'un était là, à observer, à attendre. Les enquêteurs ont consulté les données des tours de téléphonie mobile, et voilà. Un appareil mobile a effectué un ping près de la propriété la nuit précédant l'arrêt du cœur de Jean. Le numéro n'était pas enregistré, rebondissant entre les tours pour masquer sa véritable localisation. Mais le traçage numérique médico-légal les a finalement conduits à une personne que personne n'attendait. Leslie Ann Hackman, la fille unique de Jean. Leslie avait dit aux enquêteurs qu'elle avait parlé pour la dernière fois à son père quelques semaines avant sa mort. Elle a affirmé que tout semblait aller bien. Mais les relevés téléphoniques racontaient une autre histoire. Il n'y avait eu ni appel, ni SMS, ni même de message vocal. Le silence numérique entre le père et la fille s'était prolongé pendant des mois. Puis vint la réponse financière. Quelques jours avant que la mort de Jean ne soit confirmée, quelqu'un avait déjà accédé à des documents sensibles liés à son patrimoine. Des pages manquaient. Les signatures ne correspondaient pas et le nom de Leslie apparaissait à plusieurs reprises. Il avait entamé des consultations juridiques, demandé des informations sur les comptes et effectué des mouvements subtils pour repositionner les actifs, bien qu'aucune annonce publique n'ait été faite concernant le décès de son père. La chronologie ne semblait pas seulement suspecte, elle semblait orchestrée. Au fur et à mesure que de nouvelles informations étaient découvertes, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les images de sécurité,
Les pings des tours de téléphonie mobile et une soudaine vague d'activité financière indiquaient l'implication de Leslie. Elle s'était rendue à Sainte-Fay quelques semaines auparavant. Les caméras de sécurité des commerces locaux ont confirmé sa présence, bien qu'elle ait dit le contraire à la police. Puis sont arrivés les rapports d'autopsie qui n'ont fait qu'approfondir le mystère. Les 2 corps étaient exempts de blessures ou de lésions défensives. Il n'y avait aucune trace d'ingestion forcée. Il n'y avait aucun signe de violence. La cause du décès a été enregistrée comme indéterminée. Mais les enquêteurs ont remarqué quelque chose de terrifiant. Les médicaments de Jean manquaient. Elle souffrait d'une maladie cardiaque qui nécessitait le strict respect d'une routine pharmaceutique. Ces pilules n'ont été trouvées nulle part, pas plus que les recharges. Cela ressemblait moins à un accident qu'à une méthode silencieuse pour laisser la nature suivre son cours, en la privant de ce dont elle avait le plus besoin. L'état de Betsy ne fit qu'accroître les soupçons. Elle avait accès à ses propres médicaments, qui étaient restés intacts. Pourquoi n'a-t-elle pas réagi lorsque Jean s'est effondré? Pourquoi n'a-t-elle pas appelé à l'aide? Pourquoi s'est-elle enfermée dans la salle de bain avec des flacons qu'elle n'a jamais utilisés? Le profil psychologique a soulevé la possibilité qu'elle ait été manipulée, surveillée, par quelqu'un en qui elle avait confiance. Et quelqu'un qui avait tout à gagner. Les enquêteurs ont commencé à croire qu'une méthode lente et passive avait été employée, sans violence, sans traumatisme immédiat. Juste une stratégie subtile et cruelle d'abandon et de préparation financière. Puis vinrent les documents patrimoniaux. Ce qui était autrefois un testament simple était devenu un champ de bataille. Des sections entières ont été réécrites, des pages vierges insérées là où il y avait auparavant des instructions. Les signatures légales étaient absentes ou altérées. Et le moment. Tout avait été daté avant même que la mort de Jean n'ait été vérifiée. Les empreintes de Leslie étaient métaphoriquement partout dans la documentation. Lorsqu'elle a été interrogée, ses déclarations sont devenues plus incohérentes. Elle n'a pas pu expliquer les transactions bancaires. Elle a nié avoir engagé des avocats pour modifier le patrimoine. Mais les courriels échangés entre elle et 2 cabinets d'avocats différents brossaient un tableau différent. Elle avait commencé à discuter de réclamation de succession le jour même, où le stimulateur cardiaque de son père avait enregistré son dernier battement. Comment aurait-elle pu le savoir si elle n'était pas déjà au courant de son décès? Un audit judiciaire des activités financières de Leslie a confirmé le récit. L'argent avait commencé à circuler des semaines avant que la mort de Jean ne soit rendue publique. Retraits silencieux, transferts vers des comptes à l'étranger, paiements à des sociétés fantômes. Les montants n'étaient pas suffisamment importants pour éveiller des soupçons individuellement, mais pris dans leur ensemble. Il racontait une histoire de préparation calculée. Il avait ouvert de nouveaux comptes, présenté des documents juridiques et initié des transactions visant à redistribuer la richesse. Le volume des actions préventives n'était pas seulement alarmant. C'était accablant. La surveillance de Leslie ne fait que confirmer les pires craintes des enquêteurs. La surveillance 24 heures sur 24 a révélé des comportements qui ne correspondaient pas à ceux d'une fille en deuil. Elle rencontrait fréquemment des conseillers financiers, se rendait dans des banques privées et était en contact permanent avec des avocats spécialisés dans les successions. On ne l'a jamais vue se rendre sur la tombe de son père. Elle n'a jamais fait de déclaration publique de deuil. Elle n'a reconnu la mort de Jane Hackman que lorsque les procédures judiciaires l'y ont obligée. Ses actions n'étaient pas celles de quelqu'un en état de choc. C'étaient celles de quelqu'un qui exécutait un plan soigneusement conçu. La police a finalement agi, avec suffisamment de preuves numériques, financières et circonstancielles. Ils ont arrêté Leslie Ann Hackman. Les accusations étaient nombreuses. Fraude financière, obstruction à la justice, falsification de documents légaux et complot en vue de commettre un vol de succession. Au tribunal, les procureurs ont présenté une chronologie effrayante qui couvrait plusieurs mois. Chaque mouvement de Leslie était lié au dernier jour de son père. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas un acte désespéré. C'était stratégique. Froid. Implacable. Et finalement, autodestructeur. Le tribunal n'a pas tardé à rendre son verdict. Leslie a été reconnue coupable de multiples chefs d'accusation. Elle a été complètement dépossédée de ses droits sur l'héritage de John Hackman.
Tous les fonds transférés ont été saisis et redistribués à des fondations caritatives que Jean avait discrètement soutenues de son vivant. Son héritage a été annulé. Elle est entrée au tribunal en pensant qu'elle avait surpassé tout le monde. Il en est sorti sans rien, sans argent, sans nom et sans héritage. Mais les questions n'ont pas cessé. Malgré la condamnation, beaucoup pensent que la vérité sur la mort de Jane Hackman reste cachée. Certains affirment qu'une autre personne était impliquée. D'autres pensent que Leslie a bénéficié d'une aide, de conseillers juridiques ou de personnes internes qui ont fermé les yeux. Et les médicaments disparus? Ils n'ont jamais été retrouvés. À ce jour, la cause exacte de la mort de John et Betsy reste officiellement inconnue. Après le verdict, Leslie Ann Hackman se trouvait dans une cellule froide, regardant une avenir qui s'était effondrée sous ses yeux. Pour la fille de l'une des icônes les plus respectées d'Hollywood, la chute a été totale. Mais derrière les barreaux et au-delà du tribunal, les rumeurs se sont multipliées. Certains insinuaient que Leslie n'avait pas agi seule. Il y avait des retards inexpliqués dans la présentation des documents, des vides dans les enregistrements de sécurité des dates clés, et même des irrégularités dans les systèmes comptables du patrimoine qui suggéraient une manipulation numérique. Les autorités ont commencé à se demander si quelqu'un de l'entourage proche, un administrateur du patrimoine, un assistant juridique, peut-être même un confident de la famille Hackman, l'avait aidé à dissimuler ses traces ou à effacer celles des autres. L'idée que Leslie puisse protéger quelqu'un d'autre ne semblait pas farfelue. Les enquêteurs ont de nouveau examiné les courriels et les messages chiffrés récupérés sur ces appareils. L'un d'eux a mis en évidence un bref et vague échange avec un contact inconnu étiqueté uniquement GH Custodian. Le message, daté de quelques jours seulement avant le dernier battement enregistré par le pacemaker de Jean, disait « C'est presque l'heure. Tout sera prêt de ton côté, n'est-ce pas? » La réponse est arrivée quelques heures plus tard. « Tout est prêt. Tu sais ce qu'il faut faire. » N'y pense pas trop. Malgré leurs efforts, les enquêteurs n'ont pas pu retrouver la trace de l'adresse IP. Le compte avait disparu, supprimé de toutes les plateformes. Il ne restait plus qu'un soupçon grandissant que ce n'était pas simplement le cas d'une héritière cupide, mais une opération plus complexe et délibérée qui s'était développée sous le nez de tous. Pendant ce temps, dans la presse, l'opinion publique était divisée. Certains restaient empathiques envers Leslie, la considérant comme une fille perturbée qui s'était effondrée sous la pression de l'héritage et de la célébrité. D'autres ont été impitoyables, la dépeignant comme une manipulatrice froide qui attendait depuis des années que son père vieillisse et s'affaiblisse. Les tabloïds se sont déchaînés, spéculant sur tout, des disputes familiales secrètes à un deuxième testament caché quelque part dans la maison de Saint-Affait. Une source non vérifiée a même affirmé que Gene Hackman avait dit un jour à un ami, proche, qu'il craignait que quelqu'un de très proche de lui le surveillait et l'attendait. Cette citation, bien que jamais confirmée, s'est répandue comme une traînée de poudre. Alors que l'histoire faisait la une des journaux, Hollywood restait étrangement silencieux. Les collègues acteurs et amis de Hackman ont refusé de faire des commentaires. Ses anciens agents, publicitaires et réalisateurs évitaient les projecteurs. C'était comme si un pacte de silence s'était abattu sur l'industrie. Un accord tacité pour ne pas attiser les flammes d'un scandale trop laid pour être concilié avec l'éclat doré de l'héritage cinématographique de Gene Hackman. Mais derrière des portes closes, des rumeurs couraient selon lesquelles ce n'était pas le premier signe de problème. Certains se souvenaient avoir vu Gene se retirer brusquement de la vie publique. Il avait refusé des interviews, cessé d'assister à des événements de l'industrie et même annulé une autobiographie dont l'éditeur avait déjà assuré la publication. Certains se demandaient maintenant s'il savait quelque chose. Avait-il senti que ces dernières années ne seraient pas paisibles? Quelques mois après le procès, les autorités ont ouvert ce qu'elles ont appelé une enquête secondaire. Ils n'ont pas révélé de détails. Mais des notes de services internes divulguées à la presse ont montré que l'enquête portait sur les médicaments disparus, les documents juridiques altérés et un éventuel complice dont l'identité restait inconnue. Un audit discret a également été lancé sur le cabinet d'avocats qui gérait le patrimoine de Hackman. Un associé junior a démissionné brusquement. Un autre a complètement disparu des registres publics. Pas de réseaux sociaux.
pas de présence en ligne, pas d'adresse connue. La synchronisation était trop suspecte pour être ignorée. Et puis, près d'un an plus tard, quelque chose s'est produit qui a complètement relancé l'affaire. Et puis, près d'un an plus tard, quelque chose s'est produit qui a complètement relancé l'affaire. Lors d'un nettoyage de routine du sous-sol de la maison de Sainte-Fée, désormais sous le contrôle des administrateurs judiciaires du patrimoine, des ouvriers ont trouvé une boîte en bois scellée, cachée derrière un faux mur. La découverte était totalement accidentelle. En déplaçant des étagères pour inspecter les signes d'humidité, une petite fissure dans le mur a attiré l'attention. Derrière, la boîte attendait silencieusement, couverte de poussière, avec un ancien verrou et une étiquette écrite à la main. À n'ouvrir qu'en cas d'urgence. À remettre à mon avocat. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des dizaines de notes manuscrites, dont plusieurs avec des dates précises, et un dossier marqué en rouge. Confidential. Mais ce qui a le plus marqué, c'est une clé USB protégée par un mot de passe. Lorsque les administrateurs ont réussi à accéder à son contenu, ils ont découvert quelque chose que même les enquêteurs les plus expérimentés n'attendaient pas. Des enregistrements audio réalisés par Gene Hackman lui-même. Sa voix était indubitable. Elle semblait plus fatiguée, avec de longues pauses et une respiration lourde, mais il était parfaitement lucide. Dans l'un des enregistrements, daté de 6 mois avant sa mort, Gene parlait d'un ton grave et contenu. Je ne fais plus confiance à certaines personnes, certaines que j'ai aimées. J'ai l'impression d'être surveillé. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais si quelque chose m'arrive, vérifiez mon testament. Ce n'est pas celui que j'ai écrit. L'impact a été immédiat. Les analystes légistes ont confirmé l'authenticité des enregistrements et ont également trouvé, à l'intérieur de la clé USB, une copie scannée de ce qui semblait être une version alternative de son testament. Ce document détaillait des instructions précises pour créer une fondation de bourse d'études, des dons spécifiques à des organisations caritatives et un héritage modéré pour Leslie Ann, bien inférieur à ce qu'elle avait tenté de garantir en modifiant le document officiel. Plus inquiétant encore, ce testament avait été signé, daté et attesté des mois avant son décès. Les experts juridiques ont commencé à débattre publiquement pour savoir si cette version pouvait ou non annuler la version modifiée. Si le tribunal acceptait cette copie comme valide, l'affaire pourrait être rouverte et la peine prononcée contre Leslie Ann pourrait être encore plus sévère. Mais ce n'était pas tout. Les notes manuscrites révélaient un schéma de paranoïa soigneusement documenté. Gene tenait un journal informel dans lequel il consignait les événements étranges qui se produisaient autour de sa propriété. Des voitures inconnues garées pendant de longues périodes, des portes qu'il jurait avoir fermées et qui semblaient entr'ouvertes, des tiroirs réarrangés, des lumières allumées dans des pièces vides. J'ai eu des conversations dont je ne me souviens plus, disait une note. Betty pense que je perds la tête, mais je crois que quelqu'un est là. Dans une autre note, écrite d'un geste plus tremblant. Je me réveille confus, comme si j'avais été endormi. Pourquoi je ne me souviens pas comment je suis arrivé au lit? La dernière note, à peine lisible et écrite avec de l'encre délavée, disait « Je pense qu'on m'efface lentement ». La découverte de la boîte a tout changé. La distribution de l'héritage a été immédiatement gelée. Les administrateurs légaux ont informé les autorités et le parquet a déposé une demande officielle pour une nouvelle audience. Ils ont allégué qu'il y avait non seulement eu fraude et obstruction, mais aussi une suppression active de documents juridiques authentiques. Un deuxième procès était en préparation. Un procès qui pourrait non seulement prolonger la condamnation de Leslie Ann, mais aussi identifier d'autres personnes impliquées qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent. Depuis sa prison, Leslie a refusé de s'exprimer publiquement. Ses avocats ont publié de brèves déclarations affirmant qu'aucune nouvelle preuve concluante n'avait été présentée pour modifier le verdict initial. Mais en privé, elle n'était pas tranquille. Dans des lettres divulguées à un ancien ami, elle admettait avoir des remords sur la tournure que les choses avaient prise, mais n'avouait jamais ouvertement sa culpabilité. La ligne la plus inquiétante disait simplement « Je pensais avoir plus de temps ». La frénésie publique a de nouveau éclaté. Les producteurs de documentaires se sont empressés de créer du contenu sur la nouvelle tournure des événements. Des podcasts sur des crimes réels disséquaient chaque détail.
Les données du pacemaker, les médicaments perdus, le testament alternatif, la boîte cachée. Dans les forums en ligne, des milliers d'utilisateurs échangeaient des théories. Et si Leslie n'était pas le cerveau, mais seulement un élément d'une plus grande conspiration? Et si Betsy savait quelque chose mais avait été réduite au silence? Certains ont même soutenu que John avait découvert quelque chose de sombre lié à son patrimoine et qu'il avait été victime d'une opération visant à l'éliminer discrètement. Mais parmi toutes les théories, une question fondamentale persistait. Pourquoi personne ne l'a aidé? Gene Hackman a-t-il vraiment été laissé pour mort seul chez lui, sachant que quelqu'un en qui il avait confiance était contre lui? Ou avait-il accepté son destin, laissant des indices exprès, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un découvrirait la vérité? Ces enregistrements ne montraient pas de confusion, mais de la clarté. C'était un homme conscient de la trahison. Quoi, dans ces derniers jours, luttait encore pour laisser des traces de la vérité. Et peut-être le détail le plus tragique de tous. Malgré la découverte de la copie scannée du testament original, le document physique n'a jamais été retrouvé. Il est probable que le scan soit admissible devant un tribunal, mais l'original a tout simplement disparu. Peut-être a-t-il été détruit. Peut-être est-il encore caché dans un coin secret de la maison, attendant d'être découvert. Aujourd'hui, alors que Leslie Ann Hackman purge sa peine, dépouillée de son héritage et du nom de famille de son père, une partie de l'histoire reste vivante dans l'ombre. Un mystère non résolu. Un héritage entaché. Un acte final qui ne sera peut-être jamais entièrement compris. Parce que parfois, les pires trahisons ne se produisent pas dans la fureur, mais dans le silence, dans la patience. Dans une planification lente et calculée, Gene Hackman a offert au monde une vie entière d'interprétations inoubliables. Mais son dernier rôle, semble-t-il, était un rôle qu'il n'a jamais voulu jouer, le victime d'un crime réel si silencieusement dévastateur que même la mort n'a pas pu complètement baisser le rideau.